Que se passe-t-il sur cette comète Chury à 186 millions de kilomètres du Soleil et à 265 millions de kilomètres de la Terre? En approchant du Soleil, les glaces souterraines de la comète se transforment en vapeur. Elles vont déclencher des tempêtes de gaz et de poussière. Pierre Thomas est géologue à l'École normale supérieure de Lyon. Il anime aussi le site internet Planète Terre. Ils ont trouvé quelque chose de totalement incroyable et auquel on ne s'attendait pas. La comète, c'est un petit corps qui fait 4,5 km de long, quelques kilomètres de large. D'abord qui est bilobé et une morphologie totalement invraisemblable. Il y a des falaises, on ne peut pas dire verticales, la gravité est 50 000 fois plus faible que sur la Terre, mais des falaises, des apics de quasiment 900 mètres. Des cratères qui ne sont pas des cratères de météorites, mais sans doute des orifices par où sortent les gaz. Mais là, on est un peu frustré parce que on aurait bien aimé voir de près ces gaz sortir, mais la sonde Rosetta qui tournait près au début, maintenant c'est prudemment éloigné, justement parce que ça crache fort. Il ne faut pas qu'elle soit trop près. Ils ont trouvé que la comète avait une densité de 0,4. En même que ce soit de la glace pure, ça veut dire que 60% du volume, c'est du vide. Ça sera une éponge de glace que un glaçon. C'est un peu comme les glaces qui vendent du commerce. On achète très cher un gros volume parce qu'il y a beaucoup d'air. Par contre, on a montré que la surface, il n'y avait quasiment pas de glace en surface. Évidemment, ça s'évapore à chaque passage au soleil. Donc la surface est très très noire. 95% de la lumière du soleil est absorbée, il y en a que 5% qui est renvoyée, c'est très noir. Il n'y a que quelques fractions pour mille de la surface où on a détecté de la glace. Donc la comète est recouverte par une croûte très épaisse Alors de quoi justement? Les poussières ont été reçues et analysées par la sonde en orbite, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat publié. Philae a survolé la comète. Du coup, il y a quand même quelques données qui ont été rendues publiques. Quand il s'est posé donc exactement à 10 mètres près à l'endroit prévu, avant de rebondir, et pendant qu'il a rebondi, automatiquement, il a, dans les termes anglais, c'est sniffé. Il a analysé donc les gaz qu'il y avait au-dessus, et puis il s'est posé dans son trou, etc. Et pendant les 2 jours où il y avait sa batterie, il a pu analyser et communiquer à la Terre. Et l'ESA a rendu public ses résultats dans un numéro spécial de Science. Et alors, ils ont découvert qu'il y avait plus de 16 molécules organiques. Mais là, il y en a au moins 4 nouvelles. Et c'est des molécules qui ont au moins 2 ou 3 carbones, qui montrent qu'il y a une chimie organique assez complexe à la surface. Et c'est là qu'on va être un peu frustré, parce que Philae aurait dû faire un trou, ramasser de la poussière, la chauffer et analyser tranquillement les grosses molécules. Et ça, j'ai peur que ça soit pour la prochaine mission. Certains scientifiques imaginent déjà un scénario catastrophe où le coup de canard de la comète se briserait, permettant de voir à l'intérieur. Même si l'atterrisseur Philae ne se réveillait pas, les scientifiques sont déjà comblés. Sylvain Boulet, maître de conférence à l'université Paris-Sud et planétologue. Ça va être le moment où théoriquement la comète Churyumov-Gerasimenko va dégazer au maximum. Et donc l'idée, c'est de pouvoir enfin voir à quoi ressemble une comète qui dégaze au maximum. Depuis effectivement déjà quasiment un an, la comète est survolée par cette sonde Rosetta qui régulièrement tourne autour. Et donc ça a été la première fois puisque une petite sonde a pu suivre tout le long du chemin de la comète le mouvement de la comète, les différentes évolutions à la surface. Évidemment, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est de voir des évolutions de la surface, puisque plus elle se rapproche du Soleil, plus la surface risque de se modifier par sublimation, par dégazage, et on devrait voir des modifications à la surface de la comète. Alors, est-ce que grâce à Philae, le petit atterrisseur, on sait quand même à peu près à quoi ressemble la surface d'une comète? On a eu la chance finalement que le robot se pose quasiment contre la paroi rocheuse et qu'on puisse voir avec autant de résolution à quoi ressemble la roche cométaire entre guillemets. C'est vrai qu'on a souvent l'idée qu'une comète c'est un bout de glace avec un peu de roche. Là j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup de roche avec finalement un petit peu de glace à l'intérieur. Et ça c'est le géologue qui parle. J'ai vraiment envie de prendre le morceau de roche, de le sous-peser, voir la densité. Finalement on a très peu d'indices sur la densité des roches cométaires. On a l'idée de la densité totale de la comète. Effectivement, la densité de la comète, c'est 0,4, c'est comme de la poudreuse. Mais finalement, si on allait sur la comète et si on sous-pesait un caillou, on aurait finalement peut-être une roche qui serait pas si loin des roches terrestres, peut-être un peu plus légère. Mais du coup, on a quand même cette incertitude. Mais finalement, je pense pas que ça soit Philae qui apporte le maximum de données. C'est vraiment la sonde Rosetta en tant que telle. C'est la seule à pouvoir survoler toute la comète, à pouvoir imager à haute résolution la surface de la comète et de voir vraiment les modifications. Où est-ce que ça sublime? Où est-ce que la matière va? Quelles sont les nouvelles morphologies qui se créent? Donc on est vraiment au
cœur de l'évolution de la comète et on voit la comète vivre vraiment et donc on peut deviner ce qu'elle va devenir peut-être dans les prochains mois et quelles seront les nouvelles modifications à sa surface. D'ores et déjà, les scientifiques qui suivent les résultats de la mission sont perplexes. Éric Lévin est enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Il y a des physiques qui nous restent à découvrir. Par exemple, trouver des cailloux, des gros cailloux en bas des pentes qui vont un peu plus loin que des avalanches. C'est une banalité sur Terre. Quand on réfléchit, c'est bizarre parce qu'il y a tellement peu de gravité sur Churyumov-Gerasimenko que Philae a rebondi, il a failli échapper à l'attraction. Donc comment on peut avoir ces éboulements au pied des falaises? Dès la conception, il s'attendait au plus mou comme au plus dur. Au plus mou, c'est pour ça qu'il y avait ces grands empattements. Au plus dur, c'est pour ça qu'au bout des pattes, il y avait des systèmes de harpons. On imaginait quand même trouver essentiellement de la glace. La première grosse surprise, c'est que le rapport matière silicatée-poussière sur quantité d'eau, il est pratiquement inverse de ce qu'on attendait déjà. On a été totalement surpris du comportement de Philae au moment du contact, puisque quand on regarde les images, on en voit bien les empreintes. Donc le sol était suffisamment mou pour marquer l'empreinte, mais malgré tout, il a rebondi. On a pu déterminer la densité de Churyumov-Gerasimenko en s'en approchant. C'est une densité de 0,4, 2 fois moins dense que de l'eau. Donc c'est quelque chose d'extrêmement léger. Donc forcément extrêmement poreux puisque c'est composé d'eau et de silicates qui ont en général des densités double ou triple. Ça doit être plein de vide ce machin. Et puis on a ce comportement à l'atterrissage. Pour l'instant on n'est pas capable de construire un scénario qui permet d'englober le tout. L'orbiteur Rosetta va continuer à suivre la comète Chury pendant encore un an, avant sans doute d'être précipité sur son noyau en septembre 2016, une sorte de mort en beauté au service de la science.